Au début de cet anime, nous rencontrerons le protagoniste appelé Tuta. Ce n'est qu'un lycéen ordinaire et aujourd'hui Tuta et son groupe d'amis prévoient une attaque sournoise contre son professeur appelé Yukihime. Tuta et ses amis faisaient cela tout le temps, mais ils n'avaient pas non plus autant de succès que d'habitude. C'est parce que le professeur avait une barrière magique qui la protégeait tout le temps. Elle est tellement en colère qu'elle a la sienne illimitée. Et la raison pour laquelle Tuta essaie de la surprendre est que s'il parvient à frapper Yukihime une seule fois, alors eux et leurs amis pourront se rendre dans la capitale et prendre le célèbre ascenseur orbital appelé Elven Espia. Et comme eux et leurs amis n'ont pas réussi à mettre le doigt sur Yukihime une seule fois, les amis de Tuta comptent acheter du matériel magique pour avoir une chance. Leur problème est qu'une simple arme magique coûte en réalité plus de 100 000 yens et même s'ils vendent leur maison, ils n'auront toujours pas l'argent pour en acheter une. Mais comme Tuta et eux ont tellement envie d'aller dans la capitale et d'atteindre le sommet de la tour, ils n'abandonnent pas et continuent d'essayer. Et Tuta leur dit bientôt qu'ils vont devoir s'entraîner beaucoup, mais ce jour-là Tuta ne s'entraînera pas avec eux car le 2 mars cela fera 2 ans que les parents de Tuta sont partis pour un isekai. Et après cet incident, Tuta a également perdu tous ses souvenirs mystérieusement, mais par hasard il a fini par rencontrer Yukihime et son maître puis l'a accueilli et maintenant ils vivent ensemble depuis. Et dans leur école, Yukihime est son professeur, mais à la maison elle endosse le rôle de sa sœur aînée et Tuta veut aussi apprendre la magie, mais Yukihime refuse. Et sans avoir beaucoup de choix, il doit compter uniquement sur son escrime pour tenter de la vaincre et le lendemain, le groupe de Tuta échoue une fois de plus à vaincre Yukihime. L'équipe devient un peu démotivée, mais un professeur nommé Tachibana décide de les aider en disant qu'il voulait les aider à trouver leur véritable potentiel. Et donc le gars était vraiment cool, il a donné à l'équipe plusieurs sorts magiques à utiliser, mais comme Tuta n'avait aucune affinité avec la magie, le professeur a décidé de lui donner un bracelet et a demandé à Tuta de le donner à Yukihime et plus tard, un jour j'ai pensé à la façon dont il donnerait ce bracelet à Yukihime jusqu'à ce que soudainement Yukihime apparaisse simplement, laissant Tuta rougir. Et puis il lui dit que ce bracelet est un cadeau pour elle qui prend soin de lui depuis 2 ans et qui est gênée alors il sort du lit en courant. Et puis le lendemain, alors que Yukihime quittait un dépanneur avec un visage souriant, les amis de Tuta ont utilisé la magie pour lui tendre une embuscade et ils ont finalement réussi à immobiliser Yukihime. Et puis à ce moment-là, Tachibana apparaît pour féliciter les étudiants, mais peu de temps après, il les assomme tous et Tachibana révèle alors qu'il est en fait un chasseur de primes. Et il a passé 6 mois à attendre le bon moment pour capturer Yukihime. Et maintenant, avec l'aide de ses enfants idiots, il était sur le point de réussir, il attaque ensuite Yukihime avec des épines. Elle essaie de se protéger avec la magie, mais ses pouvoirs sont scellés à cause du bracelet. Et bien, Tachibana a vraiment pensé à tout et Tuta apparaît alors là pour tenter de l'arrêter. Mais avant de pouvoir faire autre chose, Tachibana coupe simplement un des bras de Tuta. Tuta lui est désormais complètement inutile, Tachibana était sur le point de l'envoyer à Izuke à ce moment-là, mais Yukihime trouve ensuite un moyen de protéger Tuta même dans ces conditions. Et après cela, Yukihime dit à Tuta qu'il peut désormais se rendre dans la capitale. Et elle est contente du cadeau qu'elle a reçu de lui et le remercie. Et c'est triste parce qu'elle prononce ces mots du fond du cœur. Elle était heureuse de voir que Tuta tenait à elle. Et il s'avère que cette conversation met Tachibana en colère, alors il coupe Yukihime en plusieurs morceaux. Tuta est furieux de voir son professeur souffrir à cause de lui jusqu'à ce qu'il soit lui-même le prochain à être empalé par Tachibana. Et Tuta pensait que sa vie était sur le point de se terminer et qu'il quittait l'Isekai. Cependant, Yukihime dit à Tuta de se réveiller à ce moment-là. Et elle explique qu'il y a 2 ans elle avait déjà transformé Tuta en monstre immortel. Maintenant, pour libérer son pouvoir endormi, il doit boire son sang. Et pour sauver ses amis et venger Yukihime, Tuta fait exactement cela et réveille ses pouvoirs. Et grâce à sa force nouvellement acquise, il peut vaincre Tachibana d'un seul coup. Cependant, ses nouveaux pouvoirs exigent tellement de son corps qu'il finit par perdre connaissance par la suite. Yukihime a suivi le réveil de Tuta et lui-même est surpris d'être encore en vie. Et pensant qu'il était enfin temps de dire la vérité, Yukihime explique que son vrai nom est en réalité Evangeline. Et c'est une vampire immortelle qui vit depuis plus de 700 ans. Et concernant les origines de Tuta, ce n'était pas vrai que ses parents avaient perdu la vie dans un accident. La vérité est qu'ils ont perdu la vie aux mains de quelqu'un. Et leur dernier souhait était cependant que Yukihime sauve et prenne soin de Tuta. Et même maintenant qu'il découvre qu'il a effectivement perdu la vie, Tuta est heureux car il est désormais au moins immortel. Mais Yukihime l'avertit bientôt qu'être immortel n'est pas un cadeau mais une malédiction. Parce que désormais il sera destiné à voir tous ceux qu'il aime partir un à un car il fait froid et ça vibre ici. Et puis le lendemain matin, Tuta dit au revoir à ses amis et part pour la capitale. Maintenant, votre voyage commence vraiment. Et sur le chemin de la capitale, Tuta finit par se faire un nouvel ami, une fille blonde qui a presque le même âge que lui et qui s'appelle Kuromaru. Ils discutent un peu et Kuromaru lui dit que ça vient du haut de la tour. Elle était là parce qu'elle cherchait quelqu'un et elle ne pouvait pas rentrer chez elle avant d'avoir trouvé cette personne. Et la vérité est que la famille de Kuromaru veut juste trouver un moyen de l'expulser. Et cette mission n'était qu'un pas dans cette direction. Et bientôt la jeune fille est choquée de voir que Tuta n'a aucun reflet. Elle allait même poser des questions à ce sujet mais la conversation fut reportée lorsque Yukihime arriva avec un verre. Et en voyant Yukihime, Kuromaru détecte immédiatement qu'elle est sa cible. Et puis ils baissent leur épée et sont prêts à se battre. Et Kuromaru explique alors qu'elle est membre du clan Fushigari, un clan de chasseurs de créatures immortelles. Et on lui a confié la tâche de mettre fin à Yukihime, mais cela était assez compliqué en raison du fait que Yukihime était un vampire de haut niveau. Et avant que Kuromaru ne puisse faire quoi que ce soit, Yukihime empale alors sa main dans son corps. Tuta reproche alors à Yukihime d'avoir rompu avec sa nouvelle amie, mais il s'avère
qu'elle est également immortelle. Et après s'être réveillée après avoir été empalée, Kuromaru précise que si elle ne peut pas achever Yukihime, elle ne sera pas acceptée dans son clan. Et après avoir entendu sa triste histoire, Yukihime divertit alors Kuromaru en lui faisant un obstacle. Et elle lance alors le défi suivant, si elle parvient à battre Tuta, alors Yukihime lui donnera la chance de se battre contre elle. Et Tuta ne veut pas se livrer à des batailles inutiles. Ensuite, il fixe également sa propre condition. Celui qui remportera ce combat pourra tout demander au perdant. Et après que Kuromaru ait accepté ses conditions, il commence à se battre. Tuta commence à lancer plusieurs coups de poing sur Kuromaru, mais elle bloque et dévie le même nombre de coups. Ils sont fondamentalement égaux en niveau de combat. Cependant, pensant que cela pourrait y mettre un terme rapidement, Kuromaru tente de couper la tête de Tuta. Eh bien, elle y parvient effectivement, mais malheureusement Tuta se contente de redresser la tête avec des involtures. Et il le fait avec beaucoup de bonheur, le sourire aux lèvres et avec le plus grand naturel du monde. Et après cela, il revient pour le deuxième tour et frappe Kuromaru si fort qu'il détruit le trottoir. Et après cette bizarre démonstration de force brute du protagoniste, il finit par gagner. Et selon sa demande précédente, tout ce que Tuta veut, c'est que Kuromaru soit son meilleur ami pour toujours. Et plus tard, il profite des sources chaudes. Kuromaru pense que maintenant il ne peut plus battre Yukihime parce qu'il est trop faible et que sa famille ne l'aime pas, alors il demande à Yukihime d'être son maître. Et puis Yukihime l'accepte volontiers. Ils continuent ensuite leur chemin tandis que Tuta demande à Yukihime pourquoi il ne trouve pas d'autres immortels et ne forme pas une équipe. Kuromaru finit également par être d'accord avec cette idée. Et en entendant ce petit discours, Yukihime commence à sourire car l'idée de Tuta lui était aussi familière que quelqu'un d'autre l'avait dit auparavant. Mais avant qu'elle ait pu prononcer le nom de la personne qui avait dit cela, soudain une flotte de voitures s'est dirigée vers eux avant de s'arrêter juste devant les trois. Et puis une fille nommée Karen sort de la voiture et s'agenouille devant Yukihime et elle commence à les accueillir. Eh bien, c'est une organisation d'immortels que Yukihime a formée il y a 20 ans. Une organisation appelée Yuki Holder et maintenant tous les trois sont escortés ensemble jusqu'au siège de cette organisation qui se trouve dans un endroit très proche de la tour où Tuta veut se rendre. Et en arrivant au quartier général, Tuta fut informé qu'il existe plusieurs types d'immortels et qu'ils jouent les pouvoirs des immortels à travers leur organisation par ordre numérique. Ce type à lunettes s'appelle Makabe et il porte le numéro 6. Et à côté d'eux nous avons un laurier à appeler Ameya qui est au numéro 10. Et ils font partie de cette organisation depuis de nombreuses années. Et même si Yuki Holder a été créé par Yukihime, elle dit que si Tuta veut participer à cette organisation il devra suivre la procédure standard comme tout le monde. Et selon les règles, Tuta et Kuromaru doivent lutter contre l'un des numéros. Ils n'ont besoin d'apprendre qu'un seul mouvement et tout type d'attaque est autorisé. Karen a rapidement choisi de combattre Tuta et Makabe combattra Kuromaru. Tuta pensait que ce serait facile, mais son visage retrouva très vite le sol. Et Karen et Makabe ont des compétences de combat incroyables. Ils sont dans l'organisation depuis longtemps, comme on l'a dit. Et Kuromaru et Tuta ne peuvent même pas les frapper. Et plus tard, ils discutaient de la façon de réussir ce test jusqu'à ce qu'une femme de ménage qui passait devant eux trébuche et tombe soudainement parce qu'elle portait trop de sacs. Le nom de la servante est Shinobu et après l'avoir aidée, elle leur dit qu'elle n'est pas elle, immortelle. C'est une humaine normale, mais avec un peu de chance, elle a réussi à travailler dans cet endroit sympa. Et voulant aider leur nouvel ami, Tuta et Kuromaru commencent à transporter quelques cartons jusqu'à l'entrepôt. Quand Tuta entend soudain une voix qui l'appelle. Curieux à ce sujet, Tuta convainc Kuromaru d'aller voir ça avec lui. Et après avoir marché un peu, ils arrivent devant un immeuble et trouvent un type ivre et bavard. Ce type très ivre s'appelle Jinbei. Il est également membre du club de Yukihime et occupe la deuxième place. Autrement dit, il se situe juste derrière Yukihime en termes de puissance. Et Jinbei dit à Tuta d'essayer de lever l'épée là-bas et s'il peut la lever, ce sera la sienne. Tuta essaie de toutes ses forces, mais il ne fait pas bouger l'épée. Et puis Jinbei commence à lui raconter l'histoire de cette épée. Et il dit que beaucoup ont essayé, mais que peu ont réussi à le changer. Mais soudain, Tuta entend à nouveau une voix et cette voix lui dit de tourner le bouton de l'épée. Et après cela, il peut soulever l'épée facilement. Et cela laisse Jinbei complètement choqué. Et Tuta comprend vite qu'il ne s'agit pas d'un sale coup. En fait, l'épée peut parler à celui qui la porte qu'il a choisi. Eh bien, puisqu'il est le protagoniste de cet anime, il fallait qu'elle lui parle, non? Et cette épée est si spéciale car elle est différente des autres, le porteur peut même modifier le poids de l'épée. Et quand Jinbei modifie l'épée jusqu'à 1000 kg et la renvoie à Tuta, il le fait ressembler à Izzy, mais Tuta ne peut même plus tenir l'épée et est tiré au sol. Le pouvoir que possède cette épée est immense, dit Jinbei. Et il modifie alors encore plus le poids de l'épée. Et d'un seul coup d'épée, tous deux comprennent sa puissance. Et Jinbei dit alors à Tuta que maintenant il ne pourra peut-être plus utiliser 100% de ce pouvoir. Mais avec de l'entraînement et de la volonté, il parviendra certainement à la dominer. C'est ainsi que Tuta commence sa formation avec Jinbei. Et après 7 jours de pratique, les deux décident finalement de refaire le test. Maintenant, ils sont plus confiants dans leur capacité à réussir. Vint d'abord le match revanche de Kuromaru et Makabe. Et les 4 yeux félicitent alors Kuromaru pour son amélioration. Mais ses mouvements sont toujours faciles à lire d'après ce qu'il dit. Et après avoir réfléchi un moment, Kuromaru utilise le bras qui vient d'être coupé pour ensuite frapper brutalement Makabe alors qu'il ne s'y attendait pas. Et grâce à cette stratégie, en utilisant un bras qui n'était plus avec elle, Kuromaru parvient à battre Makabe. Et c'est à ce moment-là que nous voyons que Makabe est en réalité immortel à cause de leur vie. Calmez-vous, vous pouvez être assuré que je vais vous expliquer. C'est comme si, vraisemblablement, il perdait la vie, cela lui enlèverait simplement une de ses vies. Et à ce moment-là, il lui reste encore 254 vies. C'est donc l'immortalité selon le stock de vie qu'il possède.
scène. Il s'agit essentiellement de Super Mario. Et du côté de Toto, il a un avantage sur Karine et était sur le point de lancer son attaque lorsqu'il entend un appel à l'aide de Shinobu. Il a ensuite arrêté le combat et a rapidement couru vers elle. Et il voit qu'elle était entourée de monstres. Toto était sur le point de courir et de les attaquer. Mais bientôt Karine l'en empêche avant qu'il ne fasse quelque chose de stupide. Et il dit alors à Toto qu'elle attirera les monstres pendant que Toto sauvera Shinobu. Et heureusement, grâce à la stratégie de Karine, la situation s'est déroulée comme prévu. Et après avoir sauvé Shinobu, Toto revient à ce qui compte. Cela augmente le poids de votre épée de 500 000. Et avec ça, il a fini par tomber là où se trouvaient Karine et les monstres et avec ça, il a réussi à éliminer tous les monstres d'un coup. Le garçon est tout simplement un génie. Et puis plus tard, ce que voit Rimi explique qu'il doit y avoir un trou dans le sous-sol d'où viennent ces monstres. Cependant, elle rappelle également à Toto qu'il n'a toujours pas réussi le test et que la journée était presque terminée. Cependant, après avoir réalisé que Toto avait déchiré ses vêtements lors de l'attaque précédente, Karine abandonne et accepte que Toto l'ait vaincu. Et après ça, Toto est enfin le membre officiel de Yuki Holder. Lui et Kuromaru y vivront désormais en tant que membres de l'organisation. Et puis le lendemain, Rimi leur confie leur première mission. Et sur cette mission, ils seront encadrés par Karine. Comme ils n'ont pas beaucoup d'expérience dans ces procédures, ils sont comme des génies. Et leur mission était essentiellement de protéger les enfants d'une église dans les favelas de ceux qui considéraient cela comme une épine dans leurs pieds. Et c'est parce que de l'extérieur, la ville est très belle, mais derrière elle se trouvent les gens qui contrôlent tout. Et les favelas peuvent un peu gêner certains. Et Karine leur dit alors que le bandit devrait être juste en dessous de la falaise. Et puis Toto est très émotif, comme un bon protagoniste, il saute et se présente comme étant celui qu'il pensait être le méchant. Mais il avait complètement tort car un bon protagoniste fait ça aussi. Il a frappé des personnes qui étaient également membres de Yuki Holder. Après cela, Karine doute que Toto soit utile dans cette mission. Elle lui permet donc, ainsi qu'à Kuromaru, de faire un bras de fer pour décider qui préparera le dîner. Et ce n'est définitivement pas le jour de Toto car il perd même au bras de fer. Cependant, nous avons un point positif à ce sujet car Toto est en fait un excellent cuisinier. Et donc tout le monde dans l'église, y compris les hommes que Toto a battus par erreur, est également d'accord avec cela. Et même Karine lui dit que sa nourriture est délicieuse. Et maintenant, ils veulent qu'il devienne le Sanji du groupe et qu'il prépare tous les repas. Et puis plus tard, quand il n'a rien d'autre à faire, Toto s'entraîne vigoureusement pour atteindre le rythme rapide de la compétence que Karine lui a enseignée. Il pourrait donc avoir une chance contre Kuromaru au bras de fer. Et bien que pratique, il réveille accidentellement un gars qui se reposait là. Les tentatives ridicules de Toto d'utiliser cette technique, le gars court alors pour crier à Toto pour toute sa stupidité. Et il se présente ensuite comme un artiste martial et dit qu'il maîtrise cette technique. Il dit à Toto que le secret en elle réside dans ses pieds et non dans sa force. Et ce type dit que les jambes ne peuvent être utilisées que pour marcher pour les autres. Mais en réalité, pour lui, c'est bien plus que cela. Le gars est un expert en jambes. Il utilise ses pattes pour se déplacer sur une grande distance sans faire de bruit. Et même faire des pas rapides dans les airs. Et pour ce faire, Toto doit pouvoir utiliser couramment ses jambes. Alors il fait tout avec ses jambes désormais, même la cuisine. Et après avoir pratiqué pendant plusieurs jours, Toto peut désormais utiliser le kickstep. Mais ce n'est toujours pas assez rapide. Et si Toto veut être aussi rapide que ce type, il doit alors maîtriser l'usage de ses jambes comme il maîtrise l'usage de ses mains. Et avec sa volonté, Toto essaie de tout faire avec ses jambes. Mais avant que Toto ne maîtrise correctement la technique, un groupe de personnes veut soudainement détruire les bidonvilles. Et ils appartiennent aux chasseurs immortels, tout comme Tachibana. Et Keto, qui est le gars qui a enseigné à Toto le flash step, est en fait également l'un d'entre eux. Il se transforme alors en loup-garou blanc. Et les trois chasseurs immortels commencent leur chasse. Et lorsque la patrouille commence, on voit que certains membres de Yuker Holder ont été attaqués par des fantômes mais des chasseurs immortels. Toto aidait un garçon appelé Yuker à trier les déchets recyclables lorsqu'il a vu que les favelas étaient en train d'être démantelées. Maintenant, les poupées détruisent toutes les maisons. Heureusement, Kuromaru est arrivé au bon moment pour sauver Yuki. Et elle a ensuite informé Toto de la situation. Ils ont l'intention de contacter le siège pour obtenir de l'aide. Mais les chasseurs immortels arrivèrent. Keto jette alors un œil à Toto et maintenant il sait qu'il est en fait un immortel. En gros, il entraînait son ennemi tout le temps. Mais il pense que puisqu'il n'est qu'un enfant, il ne posera aucun problème. Et Keto n'a même pas perdu de temps à mettre Toto hors service en perçant des trous sur tout son corps en forme de crucifix avant de l'envoyer voler. Et en voyant le pouvoir écrasant de Keto, Kuromaru utilise rapidement une technique pour créer des feux d'artifice dans l'espoir d'avertir le quartier général. Elle a essayé d'utiliser cela comme une sorte de fusée éclairante. Et avec Toto inconscient, Kuromaru a dû combattre un loup-garou à l'épée. C'est Ego nommé Nagumo. Et même si l'épée et les capacités de régénération de Kuromaru sont impressionnantes, elle n'avait aucune chance contre ces chasseurs immortels. Et avant d'expulser Kuromaru, Keto a maintenant l'intention de les achever tous les deux. Jusqu'à ce que Ruki se place devant les deux chasseurs immortels leur disant d'arrêter. Les monstres applaudissent alors le courage des garçons. Mais ils faisaient juste leur travail, disent-ils. Et les favelas occupent des terres qui ne leur appartiennent pas. Et les propriétaires veulent récupérer ce qui leur revient de droit. C'est pour cela que les propriétaires ont engagé ces chasseurs immortels pour chasser les gens et tout démolir. Keto était sur le point d'abattre Ruki quand Toto se réveille pour le défendre. Et il a maintenant des gants noirs sur les mains. Toto n'était pas sûr de savoir comment c'était arrivé, mais il se sentait beaucoup plus puissant maintenant. Et maintenant, il rembourse tous les coups que Keto lui avait infligés avec un seul coup de poing comme. C'est Tama qui le fait voler vers Nagumo. Cependant, quelle que soit la puissance de ce coup ne fait que rendre Keto plus excité. Parce que cela faisait longtemps que personne ne l'avait frappé
ou blessé à ce point. Et pendant que Toto parle maintenant à Kurumaru, Keto tente de l'attaquer par surprise, mais il est bientôt renvoyé dans les airs. Et après avoir affronté un autre chasseur immortel, Karen arrive enfin pour soutenir Toto. Elle dit qu'elle occupera l'épéiste aveugle pendant que Toto se concentre sur l'achèvement de Keto. Et après un échange de paroles entre l'élève et ce professeur, Toto et Keto se mettent alors à se frapper. Et Keto pensait qu'il avait encore un avantage en vitesse. Mais maintenant, Toto est beaucoup plus rapide. Et même si les mouvements de Toto sont nettement plus rapides, ils ne suffisent toujours pas à vaincre Keto. Et il utilise ensuite sa technique secrète pour cligner des yeux encore plus vite que le son. Avec cette technique, Keto empale sa main à travers Toto. Et puis il lui écrase le cœur. Keto pensait que ce coup avait achevé son ancien disciple. Cependant, ce n'est pas ainsi que les choses se sont passées. Parce que soudain, une paire d'ailes noires commence à pousser sur le corps de Toto. Ce qui coupe désormais le bras de Keto sans aucune difficulté. Non seulement cela, mais Toto peut aussi guérir votre cœur brisé. Et voyant cela, l'épéiste aveugle reconnaît enfin son pouvoir. Eh bien, comment l'épéiste aveugle a vu cela? Je ne sais pas, mais il l'a vu. Et il dit ensuite qu'il s'agit d'une magie noire qui détient le secret de l'immortalité. Il confère également à son utilisateur un pouvoir incroyable. Cependant, comme il fallait s'y attendre, un pouvoir aussi grand avait également un coût élevé. Ce pouvoir pouvait consumer l'âme de son porteur. Et à ce moment-là, nous avons une révélation incroyable. Parce que seuls 2 utilisateurs étaient enregistrés avec ce pouvoir. L'une de ces personnes était une sorcière connue sous le nom de Dark Evangel, tandis que le second était le propre disciple de la sorcière qui était le sorcier le plus fort du monde. Et maintenant, Toto, le gars qui sortait tout juste du lycée, était la 3e personne à posséder cette magie. Ce qui veut dire qu'il est fondamentalement invincible. Et Toto, avec son pouvoir écrasant, est comme un démon imparable. Cédant à ses émotions négatives, il élimine presque Keto. Mais à la dernière seconde, il reprend conscience. Il pourrait gagner aussi facilement, mais il ne veut pas se battre comme ça. Et puis après une grosse explosion, la magie noire disparaît et Toto revient à la normale. Et puis pour mettre fin à la bataille Keto, alors je recommande un combat armé. Et il pense qu'il va battre Toto. Cependant, grâce à sa force et à sa volonté, Toto finit par gagner. Et les favelas, en revanche, sont un véritable désastre. Et heureusement, Rimi, grâce à sa magie de glace, éteint tous les incendies. Elle rencontre alors l'épéiste aveugle qu'elle n'a pas vue depuis 20 ans. Et après avoir discuté un peu, l'épéiste aveugle et Keto leur disent au revoir. Et plus tard, Toto demande à Yuki Rimi pourquoi il a ce pouvoir secret. Et puis Yuki Rimi explique que parce que Toto a été créé à partir d'elle, il a hérité de ce pouvoir d'elle. En d'autres termes, elle était elle-même Dark Evangel. Et puis quelques jours plus tard, un membre de l'organisation appelé Sakurami qui a la capacité de retourner dans le passé rencontre Toto. Et en fait, cette Sakurami, bien qu'elle apporte plus de nouvelles, est une très jolie fille blonde avec des lunettes. Et la mauvaise nouvelle qu'elle apporte, c'est que grâce à son pouvoir, elle découvre que Toto va être kidnappé par le destin. Un gars aux cheveux blancs qui est actuellement le sorcier le plus puissant du monde. Et elle l'a découvert grâce à son incroyable capacité à retourner dans le passé. Et on comprend vite que 80 ans avant FATE est le grand-père de Toto nommé Neige. Ils ont travaillé ensemble pour résoudre un incident sur Mars afin de sauver le monde. Et à cette époque, le destin était considéré comme un héros. Cependant, après la disparition du grand-père de Toto, la personnalité de FATE a complètement changé. Et il est progressivement devenu un ennemi de l'humanité. Et maintenant vient une petite curiosité. Nié que je parle du grand-père de Toto, il a son propre anime. Si vous voulez que je fasse un récapitulatif, laissez un commentaire ici car l'anime est vraiment cool. Mais le nom de l'anime est Mao Sansen Nejima. Et bien, avec la vision du futur de Sakurami, elle conduit Toto et Karin Kuromaru dans une embuscade où le destin apparaîtra. Mais il est inattendu que le destin amène ici les amis du village de Toto en otage. Et Karin finit par attaquer FATE par derrière pour sauver les amis de Toto. Toto augmente le poids de son épée de 500 000 fois pour briser la barrière défensive du destin. Et après un certain temps de combat, Sakurami réussit à téléporter FATE au quartier général de Yuki. Et maintenant, FATE affronte Yuki, 4 membres de l'organisation Yuki Holder. Qu'il sait qu'il va se perdre et se battre. Au lieu de cela, il accepte simplement sa défaite. Et de récompenser l'équipe pour ses efforts. Et en échange de sa libération, il répondra à toutes leurs questions. Et Toto demande alors au destin si la mort de ses parents était de sa faute. Et à ce moment-là, le destin admet que oui, il a coûté la vie au père de Toto. Et connaissant la vérité, Toto est furieux lorsqu'il équipe ses gantelets. Il veut mettre fin au destin immédiatement maintenant. Mais soudain, l'esprit de Neige, le grand-père de Toto, apparaît. Et il dit que les paroles du destin ne sont pas vraies. Neige était sur le point de dire à Toto quelque chose d'important quand soudain Yuki ordonne à Kurumaru de détruire l'illusion de Neige. Peut-être que Yuki veut dire la vérité à Toto seul. Et puis le lendemain, après avoir vécu quelques méfaits, Yuki raconte tout à Toto. Et environ 20 ans plus tôt, le grand-père de Toto, le Neige, avait vaincu un sorcier maléfique pour sauver le monde. Et cette sorcière était connue sous le nom de Life Maker ou la magicienne du début. Cependant, après sa défaite, son esprit a fini par posséder le corps de Neige. Et sa détermination tient la sorcière à distance depuis 20 ans. Et enfin, la partie importante que Yuki veut dire à Toto est qu'il n'est pas né comme les gens ordinaires. La vérité est que Toto a été créé à partir des gènes de Neige, ce qui signifie que Toto n'est qu'un clone amélioré de lui. Et le lendemain matin, pour remonter le moral de Toto avec cette nouvelle choquante, les détenteurs de Yuki disent alors à Toto de participer à un tournoi d'arts martiaux à l'Académie Morara. Et dans le premier jeu, Toto finit par rencontrer un individu camouflé très fort. Et après avoir été battu, son grand-père et Neige apparaissent à nouveau. Et il dit qu'il veut emmener Toto au sommet de la tour. Et
Et à ce moment, Yukihime apparaît pour sauver Toto et révèle la véritable identité de Neige. Et la vérité est que le corps actuel de Neige est contrôlé par la sorcière Lifemaker. Ensuite, les subordonnés de Lifemaker sont venus aider leur maître. Et les autres membres de Yuki Holder sont également présents pour soutenir Toto. Et là, à ce moment-là, une bataille entre les immortels a lieu. Et alors que l'équipe combattait l'attaque psychologique de Lifemaker, une fille nommée Asuna apparaît soudainement pour les aider. Et Asuna révèle qu'elle est la grand-mère de Toto. Parce que Toto a été créé non seulement à partir des gènes de Neige, mais aussi à partir de ses gènes. Et cela prend alors forme dans le groupe qui se situe au-dessus des subordonnés de Lifemaker. Et il informe également Toto que son véritable pouvoir se réveillera dans 37 secondes. Et c'est précis comme ça, 37 secondes. Et ils reviennent ensuite à la réalité suite à ce qu'Asuna leur a dit. Ils essayèrent de contenir l'ennemi jusqu'à ce que Toto réveille son pouvoir. Et à ce moment-là, même le destin est allé aider le groupe de Toto. Et après une conversation sincère entre Yukihime, FATE, Toto et le vrai Neige, Toto peut enfin réveiller son véritable pouvoir après le DR. Mais même ainsi, il ne peut toujours pas vaincre la sorcière primordiale, la créatrice de vie. Et bien qu'il ait réussi à lui porter quelques coups, Toto a fini par être frappé par derrière par un ennemi qui l'a grièvement blessé. Mais la vérité est que leurs efforts n'ont pas été vains. Et le pouvoir de Toto est enfin activé et envoie Neige dans une autre dimension. Et là, son grand-père retrouve enfin en paix ses amis et amants. Et chacun d'eux réveille un peu la mémoire du passé de Neige. Essentiellement, les souvenirs que Toto avait vus auparavant étaient les souvenirs de tout le monde. En d'autres termes, Toto a été créé en transplantant les gènes de tous les plus puissants. Et puis ils sont allés aider Neige à se souvenir de tout. Et ainsi, avec l'aide de tous, passé et futur, Lifemaker ne peut rien faire d'autre qu'accepter la défaite. Et une fois que tout est résolu, le destin revient au sommet de la tour. Et l'organisation Yuki Holder a également repris ses opérations normales. Et puis, plus tard, la confiance de Toto monte en flèche et il décide de se déclarer auprès de Yukihime. Cependant, il finit par être renvoyé par son maître car elle a toujours aimé son arrière-grand-père. Le gars a largué son arrière-grand-père, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Mais elle ne peut s'empêcher de sentir que ses aveux ont été entendus. Eh bien, la fin est un peu folle, non? Mais j'ai trouvé cet anime un bon shonen. Et par là, je veux dire qu'il a du pouvoir, qu'il a une transformation, c'est un anime de combat, mais c'est le type d'anime que j'aime. Il y a beaucoup de gens qui aiment prêter une attention intellectuelle lorsqu'ils regardent des animes, n'est-ce pas? J'aime l'anime s'il est bon, c'est tout. Il n'existe pas d'histoire superficielle, où ce n'est pas ce qui compte, où l'histoire est bonne et où il y a de l'action. Mais quoi qu'il en soit, commentez ici si vous avez aimé ce récapitulatif. Si vous avez aimé l'anime, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne ici. D'ailleurs, laissez un commentaire si vous souhaitez que je vous apporte un récapitulatif de la première partie de l'anime de son grand-père, celui qui est mort sans être Enejima. Quoi qu'il en soit, maintenant Oncle Bruce reste ici. Merci beaucoup d'avoir regardé. Abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit et en retour, je promets de vous montrer plein d'animes sympas. Et nous vous reverrons dans la prochaine vidéo pour parler des meilleurs animes. C'est fermé, merci d'avoir regardé, c'est nous et merci.